Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. On va revenir ensemble évidemment sur la débâcle du FC Metz au Stadium de Toulouse. Une défaite 3-0 des Grenats qui avaient pourtant bien joué pendant une vingtaine de minutes à peu près en première mi-temps. Et pour débattre, mes chroniqueurs du jour, celui sans qui tout cela n'aurait pas été possible, le fondateur de Let's Go Metz, notre ami Kevin Bignossi est là ce soir. Salut Kevin. Salut Gérald, salut à tous. Alors, il est absolument partout, tel un candidat à la présidentielle, c'est le MVP 2023 des réseaux sociaux. Atlantis nous fait l'honneur de sa présence. Salut Atlantis. Salut à tous. MVP, je vais dépasser le cadre de ma fenêtre, moi, si ça continue. Et enfin, il est avec nous pour la seconde fois d'affilée, et donc pour une nouvelle défaite, notre désormais chat noir officiel et accessoirement sosie de Kevin, le fondateur de la Maison du Grenat, Socket est avec nous. Bonjour Socket. Bonsoir, donc le chat noir, je me présente. Très content d'être là pour partager colère, déception, angoisse avec vous et avec ceux qui nous écoutent. Frustration, tous les mots sont possibles aujourd'hui. Alors messieurs, sans plus attendre, nous allons dans la douleur revenir sur cette défaite une nouvelle fois scandaleuse des Messins face à Toulouse. Après la purge de la semaine dernière, on est gâtés. Kevin, à toi l'honneur, que retiens-tu de cette rencontre ? Eh ben, figure-toi que quand j'ai regardé le match et que je savais qu'il fallait faire un débrief de ça, je me suis dit, mon Dieu que ça va être dur. Alors, pour la petite histoire, il m'a quand même dit, j'accepte de venir parce qu'on va gagner. Hein. C'est un truc comme ça que tu m'as dit. Attends, la dernière fois que tu m'invites, c'était pour le débrief de Rennes-Metz. Là, tu m'as dit pour un débrief de Toulouse-Metz. Merci. Les gars, je vais pas vous inviter souvent si on fait que des victoires. Hein. Ouais, c'est sûr. Surtout cette saison, ça va être compliqué. Non, mais après, par rapport à tes questions, je pense que pour le coup, effectivement, il y a eu une bonne entame. Je pensais même vraiment pas qu'on allait pouvoir entamer avec déjà pour la première action. Je pense qu'on y reviendra dessus, parce que je pense malgré tout, et les commentateurs l'avaient dit pendant le match, si Sabaly marque à ce moment-là du match, je pense que le scénario est tout autre que ce que l'on a vécu. Malheureusement, je pense que ça, je pense aussi psychologiquement, un peu atteint les joueurs à ce moment-là, de se dire dès le début du match, parce que je pense que par rapport aux consignes qu'avait demandé Laszlo Bologna, ça allait sans doute être aussi très défensif, beaucoup de contre-attaques. Et malgré tout, je pense que Sabaly avait l'occasion de pouvoir faire jouer un mauvais tour, comme on a pu le faire à Lens, où en marquant un but un peu contre le cours du jeu, on a quand même réussi à fermer derrière et à remporter les 3 points. Là, en l'occurrence, je pense que ce scénario aurait pu être très probable si on avait réussi à marquer dès le début du match. Mais alors justement, là où le FC Metz était très fort psychologiquement, tu crois que alors Atlantis, je vais te donner la parole, est-ce que tu crois que le raté scandaleux de Sabaly en début de match peut expliquer ce changement de visage en fait en quelques minutes ? C'est possible. Je pense surtout que ce qui nous a fait du mal, et c'est bête à dire, mais c'est la fausse fraîcheur ou qui a relancé les Toulousains, parce que c'est vrai que pendant les 20 premières minutes, moi je l'ai dit, on s'est un peu moqué de moi sur Twitter, mais c'est la vie, mais on l'a tous un peu pensé, on s'est dit enfin un FC Metz qui défend en avançant, enfin un FC Metz qui va chercher le ballon avec l'adversaire, qui fait douter l'adversaire, parce que les Toulousains ont plutôt douté en début de match, à l'image de cette occasion qu'on rate. Et puis tout s'est effondré sans explication, sans qu'on sache vraiment pourquoi ni comment. Donc ça, que cette occasion, je pense qu'elle va faire mal à la tête de Cheikh Sabaly, qui n'est pas aussi depuis maintenant 2-3 semaines. Elle va peut-être faire mal à la tête aussi de Simon Lisor, c'est un peu dommage, parce qu'on avait tout en début de match pour au moins se dire qu'on pouvait au moins tenter de ramener quelque chose de ce déplacement à Toulouse. Socket, rendez-vous manqué encore une fois des Grenats, 2 fois de suite. Qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre ? C'est les mêmes symptômes que Strasbourg, mais en pire. C'est-à-dire que là, défensivement, tu plonges. Offensivement, c'est toujours compliqué. Et puis, le problème qu'il y a, c'est que Atlantis parlait notamment de Sabaly. On s'est dit, ouais, il y a Sabaly, il y a un tel, ils ont été un peu moins efficaces, moins dans le coup contre Strasbourg. Et là, on constate que c'est à nouveau le cas. Et là, c'est là où tu te dis, ouais, attention, là, Strasbourg, on n'est pas un accident. Il y a vraiment un truc qui est pas très cool qui est en train de se passer.
Il a pourtant fait des changements, Bologna, en soi. Hein. Je veux dire, moi, je l'avais un peu collé. Je l'avais dit peut-être qu'il ferait ce changement de mettre Rata à la place de Camara et voir un Elisor et Stupinan. Tu constates que le problème n'est pas individuel, il est carrément collectif parce que ça ne change pas grand-chose à l'histoire dans tous les cas. Je sais que beaucoup, un peu trop facilement, vont reparler de Mikotadze. Je rappelle que Metz a perdu son match 3-0. On a pris 3 prunes. Il n'y a pas un débat de l'attaque est un débat. Mais là, sur ce match-là, c'est pas le débat, en fait. C'est-à-dire que quand ton entraîneur met comme philosophie de jouer avec un bloc serré et en plus bas, je suis désolé, quand tu prends 3 buts dans ces conditions-là, tu es en tort. Tu es en tort. Justement, ton but, quand tu joues comme ça, c'est de ne pas prendre de buts, à minima. Et là, tu prends pas de buts, tu prends 3 buts, donc l'échec est total. Jack offensivement, tout n'est pas mis tout n'est pas mis en place pour que ce soit pour qu'on ait des joueurs dans les meilleures dispositions collectivement. Défensivement, là, tu plonges. Et le problème, c'est que la question de la confiance est un problème qui est aussi ancré que la Croix de Lorraine bientôt. Parce que clairement, les joueurs, dès qu'ils commencent à prendre un but, là, c'est la panique. Et t'as bien beau faire tout le changement que tu veux, ça ne change rien. Mentalement, cette équipe, le côté mental de cette équipe prend le dessus sur tout, sur sa capacité technique. Et malheureusement, c'est un truc où, depuis des années, Metz n'a pas réussi à trouver la solution. Et là, tu prends le match là, c'est quand même assez flagrant, quoi. C'est vrai qu'on a retrouvé un petit peu les symptômes du premier match contre Rennes, où justement, à partir du moment où on prend un but, on perd nos moyens. Et au final, on en prend 3. Alors Kevin, justement, comme a dit Socket, on a quand même eu des changements par rapport aux 11 de la dernière fois. On a quand même vu Arthur Atta, qui avait apporté pendant quelques minutes, qui a pu apporter quelque chose. On a vu Estupiñán qui était remplacé par Elisor devant. Donc, on pensait quand même qu'on aurait pu retrouver quelque chose. Et on a eu quelques minutes un petit peu d'espoir. Mais par contre, en deuxième mi-temps, il y a eu des changements et on a retrouvé Camara à nouveau. Moi, j'ai trouvé que l'entrée des joueurs était pas mauvaise. Qu'est-ce que tu en as pensé, Kevin, en deuxième mi-temps? C'est vrai qu'en cela, on peut pas reprocher à Bologna d'avoir tenté autre chose que par rapport au match à Strasbourg, où effectivement, on n'a pas été capable de pouvoir mettre en danger suffisamment cette équipe, ou en tout cas de pas être assez efficace, notamment offensivement. Donc, le fait d'avoir en tout cas essayé de changer ça et puis d'avoir amené du 109 dans le 11 de départ, on peut pas le reprocher à Bologna. On voit même que je pense qu'il a dû s'en mordre un petit peu les doigts, parce que le voir faire 3 changements à la mi-temps, c'est relativement rare pour être souligné. Même l'utilisation en fait du nombre maximal de remplaçants, c'était pas quelque chose de très commun, et en tout cas chez Bologna. Et j'ai trouvé en tout cas ça assez significatif en fait pour lui, à mon avis, de son plan qui ne fonctionnait pas. Et c'est pour ça que malheureusement, malgré tout, ces remplacements n'ont pas apporté grand-chose. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. On pourra pas lui reprocher en tout cas d'avoir essayé, d'avoir fait quelque chose. Mais je trouve que c'est peut-être là un petit peu la difficulté, c'est-à-dire que le banc de touche, ou en tout cas la profondeur de l'effectif, ne permet pas encore de renverser des matchs. Et c'est ça qui est un petit peu dommage en soi. On pensait justement avec l'entrée de Lamine Camara, qui avait été mis de côté alors qu'il était titulaire depuis quasiment le début de saison. Tu te dis, le gamin, il va rentrer, il va essayer quand même de prouver que l'entraîneur a eu tort de le faire démarrer sur le banc. En soi, pas convaincant. Après, dans un match, dans un contexte un petit peu peut-être difficile, mais c'est un petit peu regrettable, et j'ai l'impression que depuis que l'arbre qui cachait la forêt, on en avait fait sur Mikotadze, mais malheureusement, c'est vrai que l'arbre il est plus là, et la forêt, elle est un petit peu toute seule aujourd'hui. On l'avait prédit, malheureusement, c'est pas faute d'en avoir parlé. Hein, surtout dans un match comme ça, où tu te dis, même si effectivement c'est pas lui que tout repose, mais des actions comme celle que Sabaly a loupées, concrètement, il y a quelques matchs, ou en tout cas la saison dernière, sur des matchs où on est un petit peu en dessous, on marque le but, et peut-être que psychologiquement, ça a apporté préjudice aux Messins, mais je pense que ça a apporté ses fruits pour les Toulousains qui, eux, par contre, se sont dit c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc je pense que cette action, elle est très importante pour le scénario qui s'est passé après par la suite, quoi.
Atlantis, quelle est pour toi la formule magique? Parce qu'on a vu donc justement ces changements, deux changements par rapport à d'habitude. À un moment donné, il va falloir trouver des responsables à ce fiasco. Pour une fois, Alexandre Kidja, je pense il est hors de cause. Il a quand même fait quelques arrêts, on aurait pu en prendre plus. Atlantis, il se retient parce que je le connais, le monsieur. Il se retient. Vas-y, Atlantis, Alors, dis ce que tu veux dire. Vas-y, je t'en prie, Atlantis, j'ai envie de savoir ton avis là-dessus. Vas-y, dis-moi. Sur Okidja? Déjà sur Okidja et sur le fait que peut-être que c'est pas lui qui est responsable à 100%. Et quelle serait d'après toi la bonne formule? La bonne formule à trouver, je pense que c'est déjà repenser globalement l'animation qui est la nôtre, parce que tout reposer sur la course et les vitesses de Cheikh Sabali et Joël Assoro, c'est beaucoup trop juste. On voit bien que on a des équipes en face qui travaillent ça, qui regardent, qui font de la vidéo, qui anticipent un petit peu notre plan de jeu, qui est beaucoup trop simple, beaucoup trop simpliste et beaucoup trop facile à lire. Surtout quand on n'a pas la maîtrise technique nécessaire au milieu de terrain pour assurer des transitions propres et rapides, et qui a un manque de soutien total. On l'a vu souvent, Simon Lisor en première mi-temps, qui était tout seul, il n'y avait pas de soutien autour de lui. Donc quand on attaque tout seul, Georges Nikotadze, pour en revenir à lui, il savait faire ça tout seul. Simon Lisor, il a beaucoup de qualités, mais celle-là, il ne l'a pas forcément. Et Oscar Assoupignane non plus. Pour en revenir après sur la bonne formule, moi, je pense que le problème qu'il y a eu aujourd'hui, je ne veux pas accabler les joueurs sur ce match-là. Même Okidja, j'ai fait, juste avant vous, j'ai fait un autre débrief, on m'a parlé d'Okidja, j'ai dit j'accablerai personne aujourd'hui, mais je l'ai accablé quand même au final, parce que je pense que c'est une faillite collective à laquelle on a assisté. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien dans un match, parce que l'adversaire est meilleur, parce que Toulouse finalement était meilleur que nous, même en jouant 15 minutes, ils étaient meilleurs que nous. Et il y aura beaucoup d'équipes qui seront meilleures que nous cette année. On doit être à 200% pour arracher quelque chose. On ne peut pas sombrer comme on l'a fait après le premier but, et on ne peut pas s'effriter comme on l'a fait. Et c'est là où moi j'attends un joueur comme Alexandre Okidja. C'est qu'il n'a pas le droit au poste qui est le sien, et avec le poids qu'il tient dans cette équipe, de faire ce qu'il fait sur le premier but. Sa sortie elle est hasardeuse, sa prise d'appui elle est mauvaise, il défend avec le cul en arrière, s'il est le cul en arrière, donc il ne peut pas prendre l'impulsion qu'il a besoin de prendre. Sur le deuxième but, je lui enlève parce qu'il a fallu qu'on est devant lui, donc on va dire que bon, je lui enlève le deuxième but, même si c'est encore une fois premier poteau, mais je lui enlèverai. Je pourrais faire la même chose pour Mathieu Udol, qui a sombré avec le reste de l'équipe lui aussi. On a besoin de joueurs cadres, Kevin Doram peut en être un aussi, qui soient suffisamment solides pour tenir cette équipe. Si on n'a pas des joueurs cadres qui sont solides pour remonter l'équipe, pour dire un moment, on a pris l'eau depuis 10 minutes, on se reconcentre, on remet le pied sur le ballon, ça c'est de la technique, on n'y arrivera pas. Parce que là, on a pris l'eau pendant 15 minutes par Toulouse, on peut prendre 5 ou 6-0 à la fin du match, c'est pas scandaleux. C'est contre une équipe qui a joué 20 minutes tout au plus dans ce match-là. Pour moi, ce match-là, c'est un avertissement en rouge. Strasbourg, c'est un avertissement un petit, là, c'est un avertissement en rouge, de dire attention, faites très attention, parce que les matchs vont s'enchaîner, les gros matchs vont s'enchaîner. On va pas pouvoir faire ça toutes les semaines, parce que la confiance, elle va s'effriter, et on sait que ça se joue beaucoup là-dessus, la course au maintien sur de la confiance. Socket, donc, comme dit Atlantis, on gagne ensemble, on perd ensemble. Finalement, il n'y a pas de joueurs à incriminer particulièrement aujourd'hui. Oui, comme l'histoire de l'arbre Mikotazé qui cache la forêt SMS, la même chose. Et quand on pointe un joueur en particulier vis-à-vis du reste du collectif, moi c'est mon sentiment dessus. Le fait est qu'aujourd'hui, plus que jamais, on est d'accord sur le fait qu'individuellement, il n'y a personne aujourd'hui qui arrive à porter plus l'équipe, que ce soit sur la défense ou l'attaque. Donc à un moment donné, il va quand même falloir bosser collectivement pour compenser ça, qu'on le veuille ou non. Sinon, on va faire comme les années précédentes, où on a toujours eu ce gros joueur qui partait le mercato d'avant, et on va à nouveau plonger. Donc il n'y a pas 36 000 solutions dessus. Maintenant, la question tactique, elle va être très importante pour moi pour deux raisons. Premièrement, le fait est que Metz prend des buts, malgré la mentalité défensive que veut donner Bologna à son équipe. Alors, voulu ou pas voulu, parce qu'on les a entendus, ces discours, quand ils disent « oui, mais moi, je veux que mon équipe monte ». Ok, mais dans les faits, ton équipe reste à 11 derrière, donc il y a un problème. Donc déjà, le souci va être que s'il n'est pas capable d'influer une volonté un peu conquérante offensive à son équipe, il va faire quoi? Il va se replier sur lui-même. Et donc là, il y a un peu un rassemblement de plein de choses qui va conduire à ça. C'est que déjà, premièrement, Traoré a fait son retour dans le groupe, ce qui veut dire que Traoré
maintenant va sur les prochains matchs être un nouveau présent. Plus à ça, le fait que je pense que tout le monde est d'accord, on est un peu tous outrés de voir Vanden Karkov rentrer en tant qu'ailier droit, parce que je pense pas que lui-même a signé pour ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est réuni, ça plus le fait que Metz prend beaucoup de buts, à ce que je pense que Bologna va passer à un système à 3 centraux bientôt. Je pense qu'il va faire ça, parce qu'il y a Nice qui va débarquer derrière, Monaco qui va être présent. Je pense que là, il va vouloir un peu. Un 3-5-2, toi, tu vois un 3-5-2 5-3-2, parce que nous sommes 5-3-2, oui, nous sommes le CMS 5-3-2. Oui, mais bon, pas avec 3-5-2. quand même 2 pistons, ouais, d'accord. Bah ouais, mais bon, n'empêche, je pense que c'est ce qui va, alors, se poser à un moment Van donné. de Kerkhoff ou Kouaou en piston à droite? Bah, théoriquement, tu dois mettre Van den Kerkhoff. Donc tu remets Kouaou un peu plus en Non, central. tu mets plus quoi. Bah, Tu mets plus Kouaou, en tout cas, si tu veux faire rentrer Van den Kerkhoff, tu feras du poste pour poste, quoi. Oui, Kevin, Moins. tu as raison. En fait, tu mettrais une défense. Traoré, RL et Kandé. Voilà, tout à fait, ouais. Et, Bah, de toute façon, il va falloir quand même qu'à un moment donné, encore une fois, le discours avec les joueurs, je pense que ça a été comme ça. À un moment donné, quand dans l'esprit de l'équipe, tu partais avec Traoré et Kandé en défense centrale, et tu as réussi à attirer Erel chez toi. Dire à un moment donné, et le mec est pas con non plus. Van Kerkhoff, c'est pareil. Van Kerkhoff, si on l'avait vendu le projet de venir à Metz en tant qu'ailier, il aurait dit bah ouais, mais non quoi. Donc, je dis juste qu'à un moment donné, là, il y a tout qui est réuni. Alors, attention, je dis pas que je suis content de ce changement-là, que moi j'aimerais que mon équipe joue à 4 derrière, avec un jeu organisé, avec une volonté conquérante, mais là on l'a pas. Donc, et comme Bologna est un peu limité tactiquement, bah, j'ai peur qu'il prenne cette décision-là, et parce que là il peut clairement pas développer autre chose. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, il y a ça qui va nous tomber dessus. L'avantage de ce système en 3-5-2, c'est qu'au moins on va avoir 2 attaquants qui vont pouvoir un peu s'entraider, on va dire. La seule question, par contre, c'est qu'est-ce que tu fais sur le poste, par exemple, d'ailier gauche, enfin de piston gauche, si tu joues à 3 défenseurs centraux. Parce que dans ce cas, c'est-à-dire que Sabali, tu le sacrifies, ou est-ce qu'au contraire, tu sacrifies Udol? Voilà, donc en fait, je dis pas que c'est une solution qui est très simple, mais juste qu'à un moment donné, il faut pas me faire croire qu'il va pas y penser. Je pense qu'il va y penser. Est-ce qu'il va le faire? Ça, je laisse le destin le décider. Kevin, tu crois que Laszlo Bologna serait capable de changer ses plans? Parce que c'est quand même, alors, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est un vieux grincheux. C'est pas du genre, il aime pas qu'on lui dise quoi faire. Quand la question lui est posée en conférence de presse, mettre 2 attaquants, pour lui, c'est pas à l'ordre du jour. Est-ce que tu le vois changer de tactique? Moi, je suis parfaitement d'accord avec l'analyse qui a été faite sur le changement de système tactique. Là, je pense qu'il va falloir passer à autre chose. Maintenant, il est têtu, hein, Laszlo. Là, c'est ça. Et à son âge, est-ce qu'on change encore? Et malheureusement, je pense qu'il est enclavé dans son idée et qu'il n'en sortira pas. Je me rappelle du match contre Rennes, justement, à un moment donné, on est à la ramasse totale, et il reste et il persiste dans son schéma. Je pense que fermer la boutique, entre guillemets, pour essayer d'avoir des résultats moins graves que ceux qu'on prend, c'est pas du genre de la maison, j'ai l'impression. Et encore plus si l'idée lui est soumise par les journalistes ou par son entourage, je pense que c'est quelque chose qui va aider en ce sens. S'enquête. Dernière chose importante pour aller dans le sens de Kevin, justement, à la mi-temps, au lieu de faire des changements, par exemple, pour faire rentrer avoir 2e attaquant devant, il fait du changement poste pour poste. C'est la preuve de cette idée qui veut s'entêter dans son idée, quitte même à se dire je fais rentrer Camara et Soupiane pour montrer que j'avais eu raison la première fois de les mettre contre Strasbourg. Donc ça va dans le sens de Kevin, c'est juste que je voulais ajouter. Non, mais complètement. Mais juste d'un mot sur ce changement de système, moi peut-être que ça pourrait s'entendre, ce débat-là, on a pu l'avoir aussi, mais moi le danger, c'est que changer de système et donc repasser à un système à 5 derrière, ou 5-3-2, ou 5-4-1, c'est quand même aussi bouleverser beaucoup de choses dans l'équipe de l'effectif. Et c'est prendre des risques assez importants sur un équilibre qui est quand même à se trouver depuis quand même pas mal de temps maintenant. Peut-être que c'est une solution tactique, moi je suis assez d'accord avec Socket sur tout ce qu'il a dit, mais c'est quand même prendre un risque sur l'équipe de l'effectif, l'équipe du groupe, d'autant plus que je pense que déjà il y aura des choix à faire sur certains joueurs. Par exemple, est-ce que on a sorti Lamine Camara par exemple du 11,
Est-ce que Mathieu Hudol, s'il perpétue le type de match qu'il a fait aujourd'hui, est-ce qu'on ne dira pas il faut le sortir aussi, même s'il n'a pas forcément de joueur derrière lui en backup, à part Fali Kandé, mais Fali Kandé, on ne le remettra pas en piston en latéral gauche. Donc c'est vrai que je pense que le risque qu'il peut y avoir dans les prochaines semaines, c'est qu'on a bâti un groupe dont on a loué les qualités mentales, les qualités de résilience mentale depuis maintenant 1 an, qui va devoir se remettre en question dans son ensemble, et que le remettre en question, bouleverser ses équilibres, bouleverser certains joueurs, les sortir de leur cadre et de leur confort, c'est prendre un risque sur la façon dont ce FCMS est amené à évoluer, et peut-être créer un incendie en tentant d'en éteindre un autre sans vraiment réussir à l'éteindre. Parce que s'il passait à 5, c'est pour avoir plus de joueurs pour défendre encore plus bas, encore plus subir, encore plus subir d'occasions, encore avoir moins de joueurs pour soutenir les attaques. Je vois la Bologna comme ils ont tenté, mais je ne suis pas forcément convaincu que ce soit la solution idoine par rapport au football que moi je préconise. Je détestais ça sous Antonetti, c'est pas pour le défendre sous Bologna aujourd'hui. Je suis assez d'accord, surtout que je pense qu'on n'a pas forcément les joueurs pour le faire sur le long terme. Moi, je serais d'avis de garder cette tactique actuelle, enfin, cette composition, parce que la tactique, il faut qu'elle change. En fait, c'est plus une question de bloc, en fait. Je pense que le meilleur FCMS qu'on a vu, c'est le FCMS qui attaque ensemble et qui est mort de faim sur les seconds ballons, parce que là, encore une fois, les seconds ballons, on les a pas vus. Ça fait quelques matchs qu'on les voit plus. Et justement, il faut pallier ces défauts de technique, parce que finalement, on est très limité techniquement. Les joueurs, on n'a pas les joueurs pour tenir le ballon et faire le jeu. Donc il faut vraiment avancer et défendre ensemble. Et quand on a des actions, il faut. Alors, encore une fois, je l'ai dit la dernière fois, ce que j'apprécie, c'est quand il y a une attaque, il y a de la présence devant les buts. Maintenant, ce qui va manquer, c'est peut-être un peu à la récupération d'être un peu plus hargneux. Donc je suis pas sûr qu'en enlevant au milieu du terrain des récupérateurs, ce soit la bonne solution. Moi, j'ai un peu comme Atlantis, je préférerais qu'on reste sur du 4-3-3, pardon. Kevin, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, mais toi tu parlais des actions, mais il y a aussi une chose à la limite quand ça va pas, c'est les coups de pied arrêtés. Non mais c'était franchement, c'est sidérant quoi. Là, à un moment donné, il faut arrêter de parler de Mikotadze, parler de schéma, d'action, de travail toute la semaine sur des phases offensives. Là, c'est un coup de pied arrêté, quoi. Donc, quand tu vois que c'est repris au-dessus, Archix c'est à Toulouse, et qu'ils ont essayé de marquer 3 points, mais à un moment donné, essayez quand même de faire enfin, et la seule action qui a été correcte sur le coup de pied arrêté, c'est la tête de Maïga qui a filé le long du poteau. Mais sinon, à part ça, c'était catastrophique, quoi. Et pourtant, des situations, c'est pas ce qui a manqué. Et même sur des coups de pied arrêtés, enfin, tu vois, Kandé, il se reprend à 2 fois, parce qu'en plus, il a eu de la chance, parce que la première tentative, je pense qu'on en reparlerait encore s'il avait été, s'il n'y avait pas une deuxième chance. Mais là, la deuxième chance, c'est pas terrible, quoi. Donc, je trouve ça vraiment dommage, en plus, qu'on puisse pas profiter des coups de pied arrêtés, que l'on bénéficie pendant des matchs comme ça qui sont compliqués pour nous, quoi. En tout cas, messieurs, la semaine prochaine, Metz reçoit Nice au Stade Saint-Symphorien, samedi après-midi. Moi, j'ai une question qui me taraude. Est-ce que le public va répondre présent à nouveau, comme il le fait depuis le début de l'année, comme il l'a fait l'année dernière? Parce que j'ai l'impression que j'ai peur, en tout cas, que les gens commencent à se rendre compte de la fumisterie. Et voilà, j'ai un doute sur le fait qu'on arrive à remplir, encore une fois, qu'on arrive à dépasser les 25 000 comme on le fait régulièrement. Qu'est-ce que vous en pensez? À vous l'honneur. Vas-y, Atlantis. Commencer d'un mot. Je sais pas si on sera 25 000 tous les matchs. Ça, je pense qu'il y a mais bon, on a 17 000 abonnés, donc je pense qu'on sera au moins 17 000. Dans les chiffres, on peut être au moins 20. Moi, ce que j'espère, j'attends surtout du public contre Nice, c'est qu'il ne soit pas tout de suite dans la vindicte, pas tout de suite dans l'agacement, pas tout de suite dans la colère ou dans l'abattement, comme ça a pu être le cas contre Strasbourg en fin de match. Cette équipe, elle a besoin d'être soutenue et encouragée. Moi, je suis en colère ce soir, mais je suis surtout déçu qu'en colère. Je ne suis pas encore au stade, comme il y a 2 ans, à hurler après les matchs ou à mettre en colère, comme vous savez combien de fois j'ai pu mettre en colère il y a 2 ans. J'en suis pas encore là aujourd'hui. Cette équipe, elle a besoin d'être soutenue, d'être encouragée, d'être poussée. Elle a besoin de tout soutien dont elle a besoin. Si on doit être un peu moins et faire autant de bruit que ce qu'on a pu faire parfois l'année dernière ou en début de saison que contre Strasbourg où c'était parfois un petit peu mou, ça ne sera pas forcément
c'est forcément négatif. Moi, je veux pas un public de siffleurs qui va pester dès qu'il y aura une passe ratée. On sait qu'il y aura des passes ratées. Nice, ils sont meilleurs que nous. Nice, techniquement, c'est 2 mondes supérieurs à nous. Tactiquement, en tout, on va beaucoup souffrir sur ce match. Ce sera un match très difficile. Moi, s'il y a 20 000 personnes, j'attends qu'elles fassent du bruit comme 30. Si c'est pour être 25 et faire du bruit comme 15, je vois pas forcément l'intérêt. Ouais, toi, tu serais pour une approche moderne de la chose, un peu comme les parents qui ont un enfant un petit peu handicapé. Ils lui en veulent pas s'il a du mal en maths. Oui. Ils sont tolérants et ils l'encouragent plutôt qu'autre Très chose. tolérant cette année. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire, Kevin, ton avis sur le match? Merci pour l'enchaînement, c'est gentil. J'adore, vas-y, enchaîne, allez, démerde-toi, c'est ça là. Ouais, non, mais alors je vais pas reprendre ta comparaison, mais moi en tout cas, ce que j'apprécie, et c'est peut-être ça en fait la force de cet effectif cette année, ce sera ces matchs à domicile, parce que je pense que la prestation que les joueurs ont fait notamment contre Strasbourg, si c'était à la Méno, je suis pas sûr qu'il y aurait eu un 0 pour Strasbourg à la fin du match. Donc c'est une force pour l'équipe. Je pense que les joueurs, par rapport à d'autres années où quand le public était nombreux, je sentais certains joueurs qui étaient en difficulté, même si le public était avec soi, même pour un public hostile. Et je pense qu'en l'occurrence, là, il y a quand même un public qui est derrière et qui soutient vraiment ces joueurs. Donc, c'est une force pour eux à domicile. Effectivement, j'espère que si, comme dit Atlantis, si y en a 20 000, qu'on entend de 30 000 personnes, ça serait vraiment super. Maintenant, faut se dire qu'on a cette chance-là à Metz cette saison, c'est qu'on a beaucoup d'abonnés, il y a beaucoup de personnes qui viennent au stade depuis le début de la saison, enfin depuis la fin de saison dernière, et j'espère que c'est ce qui permettra à cette équipe de se sublimer un peu plus que lorsqu'elle joue à l'extérieur, où j'ai l'impression que ça patauge un petit peu et que parfois sur des actions à domicile avec le public, c'est un peu plus facile pour eux. Est-ce que tu crois que justement le public peut être une force? Parce que bon, si on regarde, on a été invaincu pendant longtemps, mais on n'a toujours pas gagné à domicile depuis le début de la saison. Ah bah déjà c'est le motif pour lequel le public il est toujours légitime. Enfin, il peut être légitime entre guillemets à gueuler sur ses joueurs. Je veux dire à un moment donné, quand même en début de saison. Alors certes, adversaire à noter, c'était Marseille. Bon, il y a le match de Reims qui aurait pu, on aurait pu le tourner autrement. Non, mais c'est logique que le public, à un moment donné, il y a aussi là pour avoir des victoires, qu'on soit supporter ou pas supporter. Le non-supporter, il veut se divertir. Le supporter, lui, il veut que son équipe se donne à fond déjà en priorité. C'est la première chose. Pas le spectacle qu'on a vu contre Strasbourg. On n'a pas senti une équipe qui voulait gagner. Donc en fait, le truc qu'il y a, c'est que, et ça c'est un fait, sur les matchs récents, voir cette équipe qui cherche à gagner, là par exemple contre Toulouse, on l'a pas senti, contre Strasbourg à domicile, on l'a pas senti, c'est ce sentiment-là qui, s'il commence à s'installer, va faire que la patience des supporters, et à domicile surtout, va commencer à s'effriter, et où la contestation, et pour faire référence à cette référence qu'a dit Kevin, sur le public hostile qui rentre dans les annales, est rentré dans les annales, l'hostilité du public, on remerciera Grinta. Forcément, à un moment donné, je veux dire, le résultat c'est une chose, mais il y a la mentalité sur le terrain. Et là aujourd'hui, on a une équipe de Metz qui des fois ne cherche pas forcément, on n'a pas le sentiment qu'elle veut gagner le match. C'est pour ça que l'on soit à 4 ou à 5 DR, pour moi ça changera pas l'histoire, qui est que cette équipe a une mentalité, c'est d'aller le plus bas possible, quitte à se retrouver soit en tribune ouest, soit en tribune est. Avec les supporters. Donc non, c'est juste que les supporters à domicile, les spectateurs vont... Voilà, s'ils ne ressentent pas cette envie de l'équipe d'emballer le match, ça va décoller, les huées, et je dirais que c'est normal à un moment donné. Je veux dire, en dehors du résultat, tu veux avoir une équipe qui emballe la rencontre, surtout à domicile, et on n'a pas ça en ce moment. Si on ne l'a pas contre Nice, le week-end prochain, ça va commencer à décoller, et après si ça se poursuit à l'extérieur contre Monaco, ce qui a de très grandes chances d'arriver, tu peux démarrer un cycle un peu négatif, et on n'espère pas ça, mais c'est un risque qu'effectivement la belle ambiance que l'on a, enfin le nombre important de spectateurs que l'on a à Saint-Symphorien, ce nombre-là au fur et à mesure s'effrite jusqu'à retomber avec seulement les plus ténébreux d'entre nous, qui sont contents de venir souffrir au stade. Mais faut pas trop en arriver là, parce que ça peut être assez terrible pour le reste de la saison. En tout
tout cas, on a pris de l'avance quand même. Les Messins sont 14e, je crois, ouais, c'est ça. Ils ont quelques points d'avance sur Lyon, qui va pas très bien cette année. En tout cas, l'émission touche à sa fin. Je voulais juste rajouter un mot quand même, parce que faut savoir que le match aura lieu samedi prochain, donc, mais que dimanche, à Saint-Symphorien, on pourra soutenir les filles du FC Metz, qui n'ont toujours pas retrouvé leur stade d'Ésavel, toujours en travaux. Et donc, elles joueront dimanche après-midi donc à Saint-Symphorien. J'espère que le public viendra les soutenir. Elles viennent d'obtenir le premier point de la saison, donc sur la deuxième journée, à Marseille. Donc, match nul, 1 but partout. Donc, je pense qu'elles méritent qu'on aille les soutenir. Messieurs, je vous remercie beaucoup. On n'a pas dit grand-chose en même temps, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire sur ce match. J'espère vous réinviter très prochainement, tous les trois, pour une victoire. On va faire en sorte, hein? On va y croire, messieurs. Moi, arrête de m'inviter à chaque fois il y a des défaites, alors. Oui, non, mais je voilà, non, mais je. Moi, j'étais là pour Lens. Moi, j'étais là pour Lens. Pour une fois, c'est pas moi. Ouais, toi, t'étais là. Donc, même les deux, là, voilà. On va faire attention. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner. En attendant, portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.